La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, de très belles images de drones d'Emmanuel Loiseau pour vous indiquer que nous sommes à Polaris, à la BPGO pour votre TVR BPGO Business Club. On est très heureux, nous nous retrouvons actuellement pour la 3e semaine d'affilée après une très belle cérémonie des trophées de l'inclusion, après une émission spéciale Brexit très engageante pour notre région. Ce soir nous sommes très heureux de vous présenter une émission importante car nous allons dans un instant accueillir Madame la préfète de la région Bretagne, Michèle Quiri. Avant cela, permettez-moi de vous présenter les 4 personnes qui vont nous présenter la structuration de cette émission. Vous le savez, le TVR BPGO Business Club, c'est l'économie décryptée par ceux qui la font. Bonsoir Hervé Lejeune, délégué général de l'UE35. Bonsoir Stéphane. Alors un débat. Un débat avec un thème passionnant, vous allez le voir. L'État au service de la Bretagne. Juliana Alain, bonsoir Juliana. Bonsoir. De la rédaction de TVR, vous êtes là pour tout nous dire sur le parcours et le CV de Madame la préfète. Aux alentours d'une date si importante pour Madame la préfète, puisque ça fait tout juste un an qu'elle est parmi nous. Sébastien Didier, directeur général adjoint de la BPGO. Ces rendez-vous sont toujours très importants pour comprendre, décrypter, se lancer, voire même se projeter dans l'économie et la politique. Oui, c'est très important pour nous parce que c'est vrai qu'on est vraiment enraciné sur notre territoire et on a envie de bien pouvoir sentir le pouls de tous les acteurs du territoire. Par contre, on a aussi, après ces 3 semaines intenses qu'on a vécues ensemble, envie d'un peu boucler la boucle et de voir comment on peut, avec Madame la préfète, remettre sur la table certains sujets qu'on a pu évoquer lors des dernières semaines. Et à côté de vous, Claire Griot de la rédaction de TVR. Bonsoir Claire. Bonsoir Stéphane. Avec vous, en fin d'émission, très important, 3 dates pour bien se projeter là aussi sur notre calendrier et les manifestations sont vraiment importantes. Et on se projettera, Stéphane, sur 3 dates à retenir au mois de décembre et on parlera aussi, comme chaque mois, de la chronique et des artisans avec Philippe Plantin, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine. Merci beaucoup Claire, à tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir Madame la préfète de région, Michèle Quiri. Merci, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier vraiment l'État en région parce que il est un peu une tradition d'accueillir les préfets ici dans cette émission. Nous avons eu Michel Cadot, Patrick Stroda, également Christophe Mirmand et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Juste un mot pour lancer et on va avoir l'occasion d'échanger également aussi avec nos chroniqueurs. Lorsque l'on est préfet, on voyage beaucoup. Quelle image aviez-vous de la région Bretagne avant de prendre vos fonctions lorsque vous avez été nommé un mercredi en Conseil des ministres? Avec le micro, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je voulais juste vous dire que j'étais très heureuse d'être ici et de pouvoir échanger avec vous. J'avais, comme beaucoup de Français, une image exclusivement littorale de la Bretagne. J'avais passé un certain nombre d'étés dans le Morbihan notamment. J'avais été enfant en colonie de vacances à Camaret, donc je connaissais un peu ces coins-là. Mais j'avais vraiment cette image littorale. J'avais, pour être tout à fait honnête avec vous, puisque dans ma carrière, un des postes magnifiques que j'ai occupé, c'était chef du bureau des élections et des études politiques. Et donc j'avais une vision de ce vote breton. J'avais une vision, mais on y reviendra, de ces valeurs sociétales de la Bretagne. Et pour vous dire vraiment la vérité, je ne sais pas l'expliquer exactement pourquoi, mais vous savez qu'on découvre un peu nos affectations et qu'on va là où on nous demande d'aller. J'ai ressenti ça comme un immense honneur et un immense bonheur. Parce que la Bretagne, quand on n'est pas breton, je suis bourguignonne d'origine,
évoque des choses, des paysages, une histoire. Et j'ai vraiment, je n'en croyais pas mes oreilles quand on m'a annoncé que ce serait la Bretagne. Et ça ne s'est pas démenti depuis. C'est une région, vous l'avez dit, qui est bleue avec cette façade maritime la plus importante de l'Hexagone. Hein. Et elle est verte, j'allais y venir, parce que c'est l'Armor et l'Argoat vraiment réunis en une seule région. Elle est glace. Elle est glace. Voilà, vous avez vraiment tout le vocabulaire, en tout cas, Madame la Préfète. Je m'en bretonne. Voilà, vous avez votre passeport breton. Nous allons tout de suite en savoir un petit peu plus sur vous. C'est le CV de l'invité et ça a été préparé par Juliana Alain. Michel, vous êtes la 12e d'une fratrie de 4 enfants. Votre famille est une famille qui voyage beaucoup de par la carrière militaire de votre papa. De cette période, vous conservez de nombreux souvenirs heureux. Votre papa est quelqu'un d'atypique qui cultive le goût prononcé pour la liberté. Votre maman est douée pour le bonheur et très bonne cuisinière. Elle vous a transmis aussi cette qualité. Vous avez 3 frères qui, à l'époque déjà, n'ignoraient pas le petit garçon manqué qui vous étiez, même en robe à fleurs. En famille, vous adorez chanter, surtout de la variété française. Vous êtes incollable sur ce genre de musique, comme par exemple Barbara. Il n'y a pas d'amour heureux, mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure. Je te porte dans moi comme un oiseau blessé, puis cela sans savoir nous regarde passer. Plus tard, vous avez développé l'intérêt pour les histoires d'amour qui finissent mal, mais plutôt via l'opéra et non pas dans votre vie sentimentale, car c'est avec votre compagnon de toujours, le père de vos 3 enfants, qui vous écoutez par exemple. Cavalleria Rustica, c'est votre opéra préféré. Resta, resta, odo per l'ortempo, e bassista il Signore, io me ne vais. Pour vos enfants, vous cuisinez à l'occasion une belle blanquette de veau et pourquoi pas une succulente tarte à tatin pour le dessert. Mais désormais, vos enfants sont grands et vous êtes ici avec nous. Depuis 1 an, vous êtes la préfète de la région Bretagne. Ce lieu que vous découvrez, pas que, puisque petite, vous les connaissez déjà, qui vous affectionnez. Vous avez des envies de projet, de partage, de co-construction avec votre nouvel entourage professionnel, mais aussi, bien sûr, avec les Bretons. Vous appréciez parfois les balades au bord de mer, on a déjà entendu au début de l'émission, la magie et la beauté d'un territoire qui vous accueille et qui vous anime. Et nous souhaitons qu'un vent doux, un embrun léger de nos côtes caresse votre visage, un vent de la mer, un vent de bonheur. Comme un cheval traînant la vague, quand la mer met toutes ses bagues, le vent qui geint à l'horizon met des sabots à sa chanson. Merci beaucoup Juliana, on peut vous applaudir parce qu'avec ces recherches et puis l'aspect musical, c'est conforme à votre... Eh oui. Prendre la variété, mais en tout cas, super bon goût, parce qu'en variété aussi française. Alors, on espère que ce vent va venir vous traverser mercredi après mercredi, parce qu'il faut dire aussi que c'est le mercredi que tout se fait ou se défait en Conseil des ministres. Oui, il y a un peu cette légende qui voudrait que les préfets vivent de mercredi en mercredi l'annonce du Conseil des ministres. Alors, outre que je ne pense pas que ce soit très vrai, et quand même une fois, une secrétaire m'a dit, j'étais préfète de la Nièvre, elle m'a dit, vous êtes étrange, vous me demandez jamais le Conseil des ministres le mercredi. En fait, ne savoir ni le jour ni l'heure est une libération.
À ce stade de ma carrière, je suis quand même, les choses étant ce qu'elles sont, plutôt sur la fin de ma carrière, c'est une grande libération de se dire on a fait ce qu'on a pu, on a fait de son mieux, ce qu'on vit est une grâce et un bonheur, on va continuer à faire de son mieux et on n'est plus du tout arrimé à la suite. Et moi, je vis ça vraiment, vraiment comme un très grand bonheur et une très grande libération. Donc je vous rassure, je n'attends pas tous les mercredis. Il m'arrive bien des mercredis où je ne regarde pas le Conseil des ministres. Voilà, nous enregistrons en tout cas cette émission mardi soir, mais vous serez encore avec nous, Madame la Préfète, pour de longues semaines et de longs mois, on l'espère. En tout cas, il est une chose qui se passe tous les mois, c'est la note du moral d'indice. Alors on va voir où est le curseur. C'est un petit peu plus que le mois dernier, vous allez le voir. C'est quand même une très bonne note avec ce 14,40. Claire Griot, on va vous retrouver tout de suite parce qu'il est temps de parler de cette fameuse terre d'innovation. Claire. En effet, Stéphane, chaque mois, nous mettons en avant l'artisanat. Et pour ce mois de novembre, Philippe Plantin, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine, s'est rendu à Rennes, plus précisément en Place de Bretagne, dans la pâtisserie de Mathias Narciso. Mathias Narciso est un véritable artiste de la pâtisserie qui imagine de nouvelles collections de desserts tous les 2 mois. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous propose de le découvrir à travers ce reportage. Savez-vous que les métiers de l'artisanat nous font voyager autour du monde? Prenons l'exemple des pâtissiers. 35% de nos apprentis formés à la faculté des métiers en brevet de maîtrise sont clairement demandés par des enseignes prestigieuses installées aux 4 coins de la planète. Et ce n'est pas Mathias Narciso qui va me contredire. Il a exercé son activité en Outre-mer et dans de nombreux pays tels que l'Italie, la Suisse ou encore la Grèce. Après 10 ans de voyage, Mathias a posé ses valises à Rennes pour parfaire son savoir-faire dans des lieux de renom et enfin ouvrir sa propre entreprise depuis 1 an déjà. C'est un métier qui fait appel à tous nos sens, la vision, l'odorat, le goût, le plaisir. Au moment où je vous parle, en Ille-et-Vilaine, plus de 13 000 pâtisseries sont dégustées chaque jour. Ça en fait des gourmands. Le pâtissier fabrique des douceurs avec toute la technicité que cela impose. Mais bien évidemment, selon le talent de l'artisan, il sera créé des gâteaux signature. C'est un métier qui recrute. Il n'y a pas d'âge pour l'apprendre. Les formations proposées par la faculté des métiers sont adaptées et ouvertes à tous. Elles n'attendent plus que vous. Alors venez partager nos expériences gourmandes et rejoignez l'artisanat. Voilà, pour cette terre d'innovation et ce savoir-faire, c'est important la formation aussi, la formation professionnelle, Madame la Préfète. C'est extrêmement important et c'est pris très au sérieux en Bretagne. Si vous voulez qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, on a décliné en Bretagne le plan régional d'investissement dans les compétences auquel et l'État et la région Bretagne participent. Ce plan régional d'investissement dans les compétences qui est ciblé sur les publics les plus éloignés de l'emploi, c'est quand même 216 millions sur les années 2019 à 2021, dont 56 millions dès l'année 2019, avec un ciblage qui d'ailleurs s'impose, on y reviendra sans doute quand on sait la crise du recrutement à laquelle font face nombre d'entreprises. Donc c'est vraiment un sujet qui est pris au sérieux. La formation, l'acquisition de compétences, la montée en compétences et puis le développement de l'apprentissage. Alors ils sont déjà face à vous, c'est la première partie de votre débat, c'est tout de suite. Merci beaucoup à vous 4. Nous allons rappeler la thématique de ce débat. Hervé Lejeune. L'État au service de la Bretagne. Eh bien, allez-y pour la première question. Un sujet qui était d'ailleurs à l'ordre du jour la semaine dernière dans ces très beaux locaux de BPGO, le Brexit. Le Brexit, en fait, je crois qu'on ne le sait pas suffisamment, va toucher la Bretagne de façon importante. Ma question est la suivante. Est-ce que vos services sont prêts à affronter le Brexit, qu'il soit modéré ou qu'il soit dur en fait en Bretagne? Et concrètement, sur quelle filière vous êtes la plus inquiète? Alors, globalement, les services de l'État, je pense pouvoir dire qu'ils sont prêts du point de vue des
personnel, des agents nécessaires pour gérer le Brexit. Ils sont prêts du point de vue des infrastructures. J'ai été nommée, ça fait exactement 1 an aujourd'hui, j'ai mis mes pas dans ceux de mon prédécesseur qui avait instauré un comité de pilotage Brexit, et j'ai pris la suite et j'ai fait quelque chose de plus par rapport à ce que mon prédécesseur avait fait. C'était normal, le Brexit semblait plus loin à l'époque de Christophe Mirman. J'ai souhaité, tout en continuant à m'appuyer sur les services de l'État, tous les services de l'État concernés, tous les services de l'État déconcentrés, mais j'ai voulu nommer un sous-préfet référent, en l'occurrence le sous-préfet de Saint-Malo, pour donner à cette préparation du Brexit un aspect totalement opérationnel. Et donc j'ai donné une lettre de mission à ce sous-préfet. Alors, les services de l'État sont prêts, 3 directions essentielles. Qu'on soit dans une situation de Brexit avec accord ou de Brexit sans accord, de toute façon, l'Angleterre, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers. Donc nous avons dû nous préparer sur le plan des effectifs et des infrastructures dans le domaine des douanes. Donc nous avons réussi, avec la concurrence forte, comme vous l'imaginez, des Hauts-de-France. Donc la Bretagne, à côté du flux de passagers et du flux de marchandises des Hauts-de-France, nous avons dû quand même un peu batailler pour dire « ouh, la Bretagne aussi a 15 ports de pêche, 16 ports de commerce, 9 aéroports, et on a aussi besoin d'être armé en personnel et en infrastructure. » Donc nous avons obtenu les agents nécessaires en ce qui concerne le service des douanes, en l'occurrence une affectation de 17 agents supplémentaires. Deuxième enjeu important, c'était les infrastructures de contrôle, ce qu'on appelle les CIVEP, les services d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières, puisque les produits qui vont venir du Royaume-Uni vont devoir être inspectés, vont devoir être vérifiés. Et nous avions aussi besoin non seulement de garantir les effectifs, des effectifs supplémentaires que nous avons obtenus, 8 à ce jour, mais également d'aménager les infrastructures nécessaires pour examiner les produits. Donc, on a sécurisé cet aspect-là, inspection vétérinaire et phytosanitaire des produits. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour du contrôle aux frontières, effectifs nécessaires. En l'occurrence, nous disposerons de 11 emplois supplémentaires pour assurer les contrôles d'identité aux frontières. Deuxième élément, et ça vient de se passer, pour tester tout ça, nous avons procédé à ce qu'on a appelé des marches à blanc, c'est-à-dire des opérations test dans les principaux ports, à Roscoff le 1er octobre, à Saint-Malo le 16 octobre, pour, en situation test et en situation réelle, vérifier ce que ça donnait. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages? Est-ce que c'était supportable? Est-ce qu'on y arrivait? Ces 2 marches à blanc, ces 2 tests grandeur nature, avec des camions pleins, etc. Ça s'est très bien passé. Ont donné toute satisfaction. Donc, on peut jamais jurer, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Nous sommes prêts aujourd'hui, et nous étions évidemment prêts le 31 octobre avec la péripétie que tout le monde connaît. Nous sommes prêts sur le plan des effectifs, nous sommes prêts sur le plan des infrastructures. Dernier élément très important et qui vous intéresse directement, est-ce que les entreprises, et notamment les PME, sont prêtes? Très sincèrement, je pense que les reports successifs du Brexit ont un peu démobilisé. Le sous-préfet de Saint-Malo, mon sous-préfet référent, a participé avec Bretagne Commerce International à une sorte de trop-braise pour sensibiliser les entreprises aux différentes conséquences, car il y en aura. Le Brexit, de toute façon, fera mal. Et d'ailleurs, il est normal que le Brexit fasse un peu mal, y compris à nos amis anglais, car s'il n'y avait aucun prix à payer pour sortir de l'Union européenne, ça pourrait donner de mauvaises idées à d'autres. Donc je crois qu'il faut accepter cette idée qu'il y aura un peu plus de monde, un peu plus d'attente, que le Brexit fera un peu mal. Je profite quand même de votre invitation pour redire le message que nous avons repassé inlassablement aux PME moins habituées que des entreprises plus grandes à se familiariser avec ce qui va se passer, qu'il faut absolument qu'elles soient également, elles, proactives. Nous avons tout fait pour faire le nécessaire, relayer les messages, organiser ce trop-braise avec la région Île-de-France. Et en conclusion, je voudrais dire aussi, et c'est un témoin de l'excellente collaboration qui existe entre l'État et les collectivités territoriales, c'est que la région Bretagne, qui est responsable des ports, comme vous le savez, depuis les lois de décentralisation, a fait en temps et en heure tous les investissements nécessaires, de l'ordre d'1,5 million, pour mettre les infrastructures à niveau. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on est aussi prêt qu'il faut l'être. Je suis un peu moins sûre que les plus petites des entreprises aient totalement intégré ce que ça va signifier. Et je suis à peu près sûre que les reports successifs ont un peu contribué à cette
perte de motivation. Vous avez, Hervé Lejeune, votre feuille de route. Sébastien Didier, directeur général adjoint de la BPGO. C'est vrai que je vais rebondir un tout petit peu sur le Brexit, parce que c'est vrai que la semaine dernière, quand on a eu cette table ronde qu'on a organisée, on a eu certains représentants de filières qui se sont exprimés en souhaitant finalement savoir à quelle sauce ils allaient être mangés, entre guillemets, et en se disant si le Brexit doit avoir lieu, qu'il ait lieu, pour que finalement on puisse s'organiser et tourner la page. Je crois que l'attente est anxiogène, en effet. C'est ça, exactement. Oui, et moi, dans cette volonté aussi d'avancer, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de se dire, finalement, si on devait regarder filière par filière, d'un point de vue économique, en termes de risque, c'est quoi l'impact pour les filières et sur quoi doit-on être vigilant d'après les services de l'État? C'est compliqué de vous dire filière par filière. Il y a le plus urgent à horizon fin janvier si le Brexit arrive, mais aucun de nous ici ne peut jurer que ça arrivera et que ça ne sera pas encore décalé. Le plus urgent, c'est quand même de se familiariser avec les nouvelles procédures. Il faut quand même intérioriser cette idée que le Royaume-Uni va devenir un pays tiers. Et donc, tout ce à quoi on était totalement habitué va devenir différent. Et donc, ce qui est important, c'est d'expliquer aux entreprises ce qui va changer en termes de formalité. Dans un monde des petites entreprises et même des TPE qui n'est pas très aguerri à ça et même qui rejettent, et on peut le comprendre, ce n'est pas leur métier, ce qu'on appelle de manière triviale la paperasserie. Anne-Marie Kemener, c'est plutôt la Bretagne verte avec vous. Vous êtes commissaire générale de ce magnifique salon, le SPACE. Bonsoir Madame la Préfète. Nous le savons tous ici, mais il n'est jamais superflu de le rappeler. Notre région est la première région agricole et agroalimentaire en France. Elle est aussi une région leader dans ce secteur en Europe. Et elle fait aussi figure de modèle au niveau mondial pour notre secteur. Donc, vous avez entrepris un Trobraise également au mois de juillet avec nos responsables professionnels pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui font vivre notre agriculture. Donc, ma question, elle est très simple. Je voulais connaître l'image, le regard que vous avez aujourd'hui sur notre agriculture, après aussi nous avoir accompagnés pendant cette dernière édition du SPACE. Mon premier SPACE. Alors oui, au mois de mai, j'ai eu vraiment envie de sortir de la préfecture et d'aller à la rencontre de ce qui est un fleuron de la réussite bretonne, cette agriculture bretonne si singulière, parce qu'elle couvre tous les champs de l'élevage, le lait, la volaille, les œufs, le bovin, le porcin, et puis elle couvre aussi les légumes de plein champ. Et à force de me nourrir des notes excellentes de mes collaborateurs, vous savez, mon métier, c'est un métier de goût des autres et de curiosité des autres. Si on ne l'exerce pas comme ça, il n'a aucun intérêt. Donc c'est un métier de contact, de goût des autres, de curiosité. Ce que n'a pas dit mon portrait, c'est que je suis une petite fille d'agriculteur. Je n'ai quand même pas tout dit à votre collaboratrice. Donc j'ai vraiment eu envie de faire ce Trobraise agricole. J'ai trouvé ça très joli, cette expression. Je me suis dit, est-ce que je deviendrais une quasi-bretonne à la fin? Et donc en 3 jours et demi, j'ai parcouru 1200 km dans le sens des aiguilles d'une montre, en allant à la rencontre de la totalité de l'agriculture bretonne. L'élevage, la production de légumes, et en revenant à Rennes, c'était des journées très fatigantes, et en restant dormir sur place, déjeuner sur place. On est en France, quand on déjeune et qu'on dîne avec les gens, ça change tout dans les rapports. Alors, ça m'a frappé comme une évidence, sur fond de l'agribashing qu'on connaît, des attentes sociétales, la chose suivante. Qui connaît une profession soumise à autant d'aléas que les agriculteurs, et que je résume comme ça? Le climat, les cours. Quand même, quand je suis arrivée, je ne sais plus vous dire à combien était le cours du porc au marché de Plérin, mais aujourd'hui il est à 1,68, mais enfin, c'est les montagnes russes. Donc le climat, les cours, les épizooties, je ne sais pas si on aura le temps de parler des menaces de peste porcine africaine, les évolutions continuelles de réglementation et de réglementation européenne, et enfin des attentes sociétales qui sont parfois l'exemple même d'injonctions contradictoires. Je ne connais pas beaucoup de professions, il faut le dire, qui sont soumises. Toutes les professions évoluent, tous les métiers sont obligés d'évoluer, de se transformer pour rester, de faire de la veille. Mais peu de professions sont soumises à autant d'obligations et de changements.
Et donc le regard que j'ai porté sur cette agriculture bretonne, c'est aussi qu'elle a été une des raisons de la réussite de la Bretagne. Il fut un temps, j'ai relu en arrivant ici les magnifiques discours de De Gaulle, et notamment le discours de Quimper, pas celui de notre chef de l'État là, mais celui qui a précédé d'ailleurs le vote le référendum sur les régions. C'est bien de s'en souvenir. La Bretagne a été pauvre et même misérable. Je suis allée chez André Sergent, le président de la Chambre régionale d'agriculture, qui me disait, quand j'étais enfant, cette pièce où vous êtes là, c'était une pièce en terre battue. Donc ça m'a frappé en si peu d'années, ce miracle breton d'une agriculture que maintenant certains voudraient jeter aux orties. Ben non, ça ne se fait pas comme ça. Ça s'accompagne, ça se respecte, ça s'accompagne, pas que financièrement, ça s'accompagne avec un discours, une culture... Et donc, ça m'a beaucoup frappé. Une autre chose qui m'a frappé en Bretagne, c'est que les agriculteurs sont les gardiens du paysage. Comparer le littoral méditerranéen et le littoral breton, des champs qui dégringolent jusqu'à la mer ont été de magnifiques gardiens de l'authenticité du paysage breton. Et puis la passion, évidemment. La passion et de pair avec la passion, la souffrance d'être victime aujourd'hui de remises en question profondes, alors que je suis convaincue que cette agriculture intensive de production de masse qui a sorti la Bretagne de la pauvreté et le Salon du Space Le Monde a aujourd'hui en main les moyens d'assurer une transition harmonieuse et de créer de la plus-value. Et si je n'étais pas sortie, si je n'avais pas rencontré les femmes et les hommes, je ne l'aurais pas compris de la même manière. Voilà. Bruno Cressard, avocat, ancien bâtonnier au barreau de Rennes. Madame la préfète, la Fashion Week est terminée, mais un article paru au journal officiel du 10 novembre modifie la tenue des préfets et crée une tenue dite opérationnelle. J'imagine que vous serez amené à la porter. J'imagine aussi que ce ne sera pas nécessairement un blouson de couleur jaune. Plus sérieusement, je voulais connaître le rôle que vous assignez à l'État, en Bretagne, à l'État déconcentré, depuis la crise des Gilets jaunes. Assurer la sécurité des personnes et des biens, c'est le cœur de métier, le noyau dur du métier de préfet. Vous savez que, indépendamment de l'accroissement des pouvoirs des préfets de région, les préfets de département, et je suis aussi préfète de département, gardent un pouvoir entier en ce qui concerne toutes les questions de sécurité. Donc le rôle assigné à l'État dans la crise des Gilets jaunes, à la vérité, monsieur le bâtonnier, le rôle qui a été le mien et celui de mes collaborateurs nombreux pendant ce long tunnel de week-end de manifestation, ça a été de tout mettre en œuvre, notamment sur la zone. Vous savez que je suis aussi préfète de zone et que j'ai en charge notamment la répartition des forces de sécurité sur 20 départements et 4 régions. Rôle simple, limiter la casse, éviter absolument tout drame humain. Nous n'en avons pas eu, nous n'avons pas eu de morts. Ce sont des morts tellement idiotes et tellement regrettables. Assurer la sécurité des personnes et des biens, être présent, prendre des arrêtés d'interdiction de manifestation, commencer par essayer de discuter, ce que nous avons cherché à faire évidemment au début de la crise et que nous ne sommes plus parvenus à faire à la fin de la crise, puisque les organisateurs de manifestations n'ont plus jamais souhaité déposer des autorisations de manifestation et discuter avec nous. Donc le rôle de l'État, il est simple, c'est le noyau dur du métier de préfet, assurer la sécurité des personnes et des biens, et limiter les troubles, éviter et en tout cas limiter les troubles à l'ordre public. Alors on va essayer de faire un deuxième jeu de questions, on est à 28 minutes d'émission. Questions-réponses, allez, en 50 secondes. Le message est clair. Question très courte. Et la réponse. On va rester un peu sur ce sujet-là, mais j'avais dit que je viendrais vous taquiner, Madame la Préfète. J'aimerais comprendre. On a plutôt des bons résultats au niveau national en matière de sécurité routière. Et puis, on a globalement les 3/4 des radars qui aujourd'hui sont hors service. Est-ce à dire que, certaines mauvaises langues pourraient le dire dans tous les cas, que les radars ne sont que des machines à engranger de l'argent? Qu'en pensez-vous ? Si vous me posez la question, c'est que vous êtes persuadé du contraire. Alors, globalement, les chiffres de l'insécurité routière, c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler, sont un peu meilleurs. À l'heure où nous nous parlons, en Ille-et-Vilaine, nous avons 32 morts au lieu de 34 à la même époque l'année dernière. Il n'y a pas de quoi se réjouir et c'est toujours 32 morts de plus. Et quand on parle de morts, on oublie souvent de parler des blessés à vie et de la souffrance des familles. Alors, je ne peux que le déplorer. Une des manifestations de cette colère des Gilets jaunes s'est dirigée contre les radars.
Beaucoup de radars ont été détruits en Ille-et-Vilaine comme ailleurs, y compris des radars qui coûtent très cher. C'est notre argent, c'est l'argent des contribuables. J'en profite pour rappeler que c'est un délit et qu'il y a quelques jours, un destructeur de radars du côté de Fougères a été puni de 8 mois de prison ferme pour avoir détruit un radar. Si ce que je dis peut dissuader de mauvaises idées, ça aura au moins été utile. Et évidemment, les radars ont leur rôle à jouer avec la prévention, avec d'autres mesures dans la lutte contre l'insécurité routière. Donc c'est peut-être un hasard. J'ai eu très peur, moi, très sincèrement, que les choses se dégradent. C'est pas le cas, c'est peut-être la chance, mais les radars ont leur part à jouer dans la lutte contre les accidents. On garde le tempo. Encore plus rapidement, le jeu de questions-réponses. J'ai eu la chance le mois dernier, ou il y a 2 mois maintenant, de partir avec une délégation de chefs d'entreprise de l'UE 35 pour un voyage économique au Québec. On a fait Montréal et on a fait Québec. Et c'est vrai qu'on a senti que, contrairement à parfois ce qu'on peut sentir, surtout dans la crise des Gilets jaunes en France, de voir des clivages entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont plus ou moins riches, ceux qui habitent en campagne ou ceux qui habitent dans les villes, entre les générations, les plus vieux, les moins vieux, etc. Et moi, c'était ma première fois au Canada et je ne pensais pas, mais je me suis dit peut-être je vais trouver un peu de culture française dans ce continent nord-américain, alors que je me suis très vite rendu compte qu'il y avait des gens qui parlaient français avec une grosse culture anglo-saxonne. Par contre, c'était assez flagrant de voir que ces clivages qu'on ressent assez fortement en France n'étaient pas palpables au Québec. Et est-ce que, pour traiter de manière durable le sujet de la crise des Gilets jaunes, on a les moyens au niveau de l'État pour essayer de travailler sur la réduction de cette fracture et des différents clivages qui émergent ? La France est une vieille nation. Elle a en effet beaucoup plus de clivages que dans le monde anglo-saxon. Le début de la crise des Gilets jaunes nous a dit un certain nombre d'erreurs qui ont été commises pendant des décennies. L'étalement urbain, la nécessité d'avoir une deuxième voiture, nous a dit quelque chose sur l'éclatement des familles. Il y avait beaucoup de jeunes femmes élevant seules des enfants sur les ronds-points. Ce sont des choses que le gouvernement commence vraiment, je vous l'assure, à corriger assez systématiquement. Quand je parle de l'étalement urbain, c'est une vraie réalité maintenant dans les politiques qui sont menées. Et je pense vraiment que le grand débat national a permis notamment au chef de l'État de prendre conscience de ces clivages et de demander notamment à nous, préfets, qui sommes un peu les représentants du gouvernement et son bras armé, à avoir ce que je m'emploie à faire systématiquement dans les politiques. Les meilleures politiques ne servent à rien si elles ne sont pas lisibles, intelligibles. Et donc à adopter pour ces politiques publiques une entrée, mettez-vous au service des gens. Retrouvez le sens de l'usager, celui qui vous paye. Enfin, ça demande aussi une modestie qu'on doit avoir. Donc je pense qu'une manière de combattre ces clivages, c'est aussi d'avoir un État lisible, intelligible, simple et qui n'hésite pas à se mettre au niveau de l'usager pouvant être le demandeur d'emploi comme l'entreprise qui peine à recruter. Retrouvons ce sens du service qui doit être le nôtre, à nous, État, sur le territoire. Anne-Marie. Les États généraux de l'alimentation ont été mis en place et initiés par le président Macron en 2017. Un des objectifs était d'améliorer les relations contractuelles entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Les agriculteurs s'y sont engagés avec le dynamisme et la volonté que vous avez décrit précédemment. Aujourd'hui, les résultats en termes de revenus pour les producteurs ne sont pas au rendez-vous et la déception est assez grande à ce sujet. Donc, est-ce qu'on peut attendre de cette deuxième phase des États généraux un meilleur retour pour les producteurs en termes de revenus ? Je vous l'accorde, le résultat à ce stade, mais la loi est récente, est assez décevant. Ça a un petit peu marché sur le lait, ça a moins marché sur le reste. Moi, j'ai promis aux agriculteurs bretons et à ceux d'Ille-et-Vilaine singulièrement une réunion qui, je crois, est d'ores et déjà programmée, où on mettra autour de la table les agriculteurs et puis l'agroalimentaire pour dire, bon, et alors, pour qu'ils sentent quand même un peu de pression. Je me suis également engagée, et c'est fait, à faire des contrôles. Donc il faut que cette loi donne les résultats escomptés et que les agriculteurs récupèrent plus, soient mieux rémunérés de leur production. Donc on va avancer comme ça. La loi est toute récente, hein. Donc je crois que c'est notre rôle à nous de mettre une amicale pression pour faire comprendre que les agriculteurs doivent s'y retrouver en termes de revenus à l'issue du vote de cette loi. Bruno.
Le droit à l'expérimentation qui est accordé à la Bretagne est un complément à la décentralisation. Comment peut-il se traduire en Bretagne en matière économique ? Alors, je rajouterais une troisième expression. Le droit à l'expérimentation, c'est la loi constitutionnelle de 2003 qui l'a intégré dans l'arsenal et qui permet, pour une durée et un objet limité, de déroger à des lois et à des règlements. Je rajouterais le terme différenciation, parce que ce qui caractérise la mise en œuvre des politiques publiques en Bretagne, notamment grâce au contrat d'action publique pour la Bretagne, qu'on appelle le pacte breton, signé le 8 février dernier en présence du Premier ministre, c'est encore autre chose, qui est un complément très intéressant à la décentralisation, c'est la délégation de compétences. L'idée est la suivante. Est-ce que l'État a vocation à tout faire, concevoir le service public et le fabriquer, ou est-ce que l'État ne peut pas impulser, donner le cap, et parce qu'il a une relation de confiance avec les collectivités, et notamment la collectivité régionale, lui confier la fabrication du service public parce que la collectivité est plus proche des citoyens. La différenciation, c'est ça. C'est déléguer des compétences à une collectivité territoriale qu'elle exerce pour le compte de l'État. C'est exactement le fil rouge qui sous-tend le contrat breton et qui existe notamment en termes de soutien au développement économique. L'État s'est recentré sur quelques filières stratégiques. Au terme du contrat breton et de la loi NOTRe aussi, la région est en charge du soutien au développement économique parce que on considère que la région Bretagne, elle a les moyens de fabriquer un service public plus proche, plus efficient. Donc il y a l'expérimentation, il y a la décentralisation. La décentralisation, l'État abandonne définitivement ses compétences. Et il y a la différenciation où on travaille ensemble. Et ça, c'est singulier en Bretagne. Je ne crois pas que ça existe à cette échelle-là. Et c'est réjouissant. C'est assez réjouissant parce qu'on fait les choses ensemble. État, collectivité. Vous êtes prête à affronter la seconde mi-temps de ce débat avec d'autres chroniqueurs. On va remercier Bruno, Anne-Marie et Hervé. Et tout de suite, les questions vont s'enchaîner dans cette seconde partie de débat. J'aurais tendance à dire qu'un avocat peut en chasser un autre. Merci à Hélène Lodic-Baron, Madame le bâtonnier du barreau de Rennes. Merci de venir nous rejoindre. Tout comme Jérôme Tréhardy, le président du Pool, qui a été la réunion de la French Tech Rennes-Saint-Malo et de Rennes-Atalante. Et merci à Éric Chalon-Belval, le président SAS de la Feuille d'Érable, qui va poser la première question de cette deuxième partie de table ronde. Bonsoir, Madame la préfète. En regardant un peu l'histoire des préfets, je m'aperçois qu'il y a eu beaucoup de périodes différentes. Et puis, on ne va pas remonter jusqu'à Napoléon, mais sous la monarchie de Juillet, les préfets voient leur rôle de chef de file économique renforcé et leur rôle d'action sociale aussi renforcé. Il y a eu des périodes successives où les choses ont sans doute été différentes et j'ai le sentiment qu'on est dans une ère qui permet peut-être de revenir à cette notion-là. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi aujourd'hui l'État est dans un nouveau paradigme, si vous considérez que c'est le cas, et en quoi l'État est facilitateur ? Et je vous renverrai aussi à cette soirée sur l'inclusion qu'on a fait et au club des entreprises inclusives lancé ici en Ille-et-Vilaine, qui a démontré que l'État avait toute sa part à prendre aussi dans le soutien à la fois au monde économique mais aussi à l'inclusion sur ce territoire. Et vous m'avez dit en off ce jour-là, je suis là pour lever les freins. Et moi, ça m'a beaucoup parlé cette phrase parce que je me suis dit, c'est quand même assez nouveau que l'État parle aux oreilles des entreprises en leur disant si vous rencontrez des difficultés avec les services administratifs, on ne doit pas s'arrêter au constat, je suis là pour faciliter les choses et essayer de les lever. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette nouvelle, ce nouveau paradigme peut-être qu'il y a aujourd'hui ? Je ne suis pas sûre que ce soit totalement modélisé. On n'arrive pas avec une feuille de route écrite du chef de l'État ou du gouvernement nous disant mais on intériorise ça de plus en plus. Le métier de préfet, c'est trois choses. Je vais commencer par la sécurité des personnes et des biens. Au fond, quand tout va mal, si ça s'écroule, on est là pour ça. Deuxième chose, la mise en œuvre des politiques publiques.
On est le représentant de l'ensemble du gouvernement. Mais attention, la mise en œuvre des politiques publiques, c'est en les rendant lisibles, intelligibles et en les adaptant. C'est d'ailleurs là que différenciation, expérimentation, déconcentration, ça prend tout son sens. La France, elle est multiple, elle est diverse. Les atouts, les faiblesses de la Bretagne ne sont pas celles de l'Occitanie, qui ne sont pas celles du Grand Est. Donc, mise en œuvre des politiques publiques avec discernement. Et puis, troisième chose, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. J'aurais pu rester directrice d'administration centrale. Pourquoi on choisit de venir sur un territoire? Pour se mettre au service de ce territoire. Moi, je me conçois comme un préfet au service d'un territoire, de ses projets, ce qui implique qu'on sorte, qu'on aille à la rencontre des gens, qu'on comprenne son histoire, sa culture, ses paysages. Enfin, quand je dis goût des autres, c'est ça. Et dans le métier de préfet aujourd'hui, représentant d'un gouvernement qui ne peut pas se désintéresser des fractures sociales, c'est aussi le lien avec la question d'avant. Alors on a fait un peu des allers-retours, on a eu des phases de décentralisation, des actes de décentralisation, on a dit allez hop, on donne tout ça aux collectivités territoriales, l'État se recentre. Mais l'État jamais ne pourra se désintéresser de la fracture sociale et des moyens d'y remédier, d'où cette nécessité peut-être de se mettre au service d'un territoire avec simplicité et de vous dire à vous, vous avez répondu présent quand on vous a demandé de jouer le jeu la France, une chance, les entreprises s'engagent, vous avez joué le jeu. À l'inverse, on est là pour vous simplifier les choses. Et ça aussi, c'est réjouissant. Ça donne à ce métier une motivation, j'hésite pas à dire presque un supplément d'âme qui change la donne. Et quand même, si la crise des Gilets jaunes, au début, nous a dit quelque chose, c'est que la fracture sociale, il faut qu'on s'y attelle tous. Il n'y a pas le service public produit par les entreprises sous forme d'emploi, celui produit par les collectivités, et un super service public qui serait celui de l'État. Il n'y a qu'un seul intérêt général. Donc, on s'y attelle ensemble. Donc, nous devons être au service des univers professionnels, des citoyens. Et moi, je trouve ça, retrouver cette simplicité du discours et cette modestie, je trouve au fond que ça redonne une vraie raison d'être à l'État. C'est en étant simple, on retrouve peut-être toute sa légitimité. Et je suis convaincue que la légitimité de l'État et des services de l'État sur le territoire, ils se nourrissent de cette modestie-là, modestie active, en travaillant. On a soutenu, par exemple, cette année, 52 projets, cette année 2019, 52 projets d'investissement en essayant d'arranger le mieux possible le coût à toutes les entreprises qui nous présentent quand même parfois des dossiers très en retard et où les services essaient de la DREAL, de la direction des territoires, de la directe, de faire au mieux avec la législation qui est la nôtre. La sécurisation des parcours, sécuriser les personnes, l'État qui protège. Il y a malheureusement un thème qui est effroyable, et les chiffres sortent au quotidien, c'est ces violences faites aux femmes. L'État doit aussi intensifier son travail à ce niveau. Oui, j'étais avec Madame la bâtonnière 3 heures toute la matinée ce matin. Nous avons travaillé ensemble sur ce sujet-là. Ce département n'est pas épargné par les violences faites aux femmes. Je disais ce matin en ouverture, tous les matins, je commence mes journées en lisant les faits marquants de la nuit écoulée. Il n'y a pas un matin, écoutez-moi bien, où je ne vois dans les synthèses de la police et de la gendarmerie, où je ne vois pas de violences faites aux femmes, et donc aussi aux enfants. Donc nous étions ce matin avec monsieur le procureur de Rennes, madame la procureure de Saint-Malo, pour restituer les enseignements très riches de 4 groupes de travail qui ont été mis en place sous notre autorité, j'ose pas dire ça, enfin, un groupe de travail collectif qui touche à la prévention, l'éducation, la prise en charge des victimes, les femmes, la prise en charge des victimes collatérales, les enfants et la prise en compte des auteurs de violences. C'est un vrai problème en Bretagne, souvent sur fond d'alcool. C'est un vrai problème en Ille-et-Vilaine. Nous avons l'ambition d'adopter au mois de janvier un schéma départemental de lutte contre les violences faites aux femmes qui va se nourrir de ces 4 groupes de travail et dont l'objet va consister à essayer de mettre en synergie l'ensemble des initiatives qui sont prises par les associations, le monde judiciaire, le monde médical, les services de l'État, mettre tout ça ensemble, faire synergie, faire ensemble de la lutte contre les violences faites aux femmes un véritable plan départemental qui déclinera le Grenelle lancé par le gouvernement le 3 septembre.
Hélène Ledic-Baron, Madame le bâtonnier du barreau de Rennes. Oui, effectivement, ce matin, nous avons eu de riches travaux autour de cette lutte contre les violences faites aux femmes. Le préfet et la justice, c'est une notion bien incongrue au regard du principe de séparation des pouvoirs. Pour autant, nous avons compris à travers nos échanges ce matin que le rôle de l'État que vous représentez dans le département était primordial pour, à la fois en amont et en aval, pour donner une véritable effectivité aux décisions de justice et accompagner la justice sur le plan humain et dans la prise en charge des personnes. Il y a un autre sujet qui apparaît prioritaire et qui figure d'ailleurs sur le site internet de la préfecture, qui est un sujet prioritaire pour l'État, c'est le développement des peines alternatives à l'emprisonnement. L'emprisonnement pour les courtes peines est un constat d'échec. Et le gouvernement souhaite la création de 30 000 postes de travail d'intérêt général pour justement favoriser la réinsertion à travers le travail et lutter contre le risque de récidive. Donc je voulais savoir quelles étaient vos intentions sur ce sujet. Oui, je crois qu'il y a un très faible pourcentage des peines qui sont sous forme de travaux d'intérêt général. Sous votre contrôle, 6 ou 7%. Cette décision d'en créer 30 000, j'ai vraiment la ferme intention. Il se trouve dans mon poste de préfète précédent dans la Nièvre, j'ai pris un tige, comme on les appelle, à la préfecture, avec un vrai tutorat. Et donc, je souhaite vraiment que les services de l'État prennent toute leur part. Je suis très attachée à l'exemplarité de l'État. On doit montrer l'exemple dans ces politiques. Les peines alternatives à l'emprisonnement doivent être une priorité pour nous. Mais d'autres aussi, accueillir dans les préfectures, dans les services de l'État, des enfants de 3e qui doivent faire un stage et qui sinon ne mettront jamais les pieds en préfecture. Donc nous devons, sur tous ces sujets qui réduisent la fracture sociale, être exemplaires. Jérôme Tréhardy, le président du Pool, avec 3 O. Bonsoir Madame la Préfète. En préparant cette soirée, j'ai été marquée par votre propos quand vous étiez présidente du concours de l'ENA en 2017. Et effectivement, vous étiez assez critique sur ce que vous appeliez le formatage des aspirants fonctionnaires. Et dans ce cadre-là, et on l'a un peu expliqué avant, on est en train de traverser un peu une crise réelle vis-à-vis des élites. Est-ce que vous pensez que le constat que vous avez fait, on peut être une cause ou pas sur ce qu'on est en train de traverser? Alors tout le monde, vous savez, se jette toujours sur le rapport du président du jury de l'ENA parce qu'on attribue à cette école, qui n'est ni plus ni moins qu'une école de formation des hauts fonctionnaires, tous les maux de la société française, à mon avis, à tort. Ce que j'ai dit, c'est normal d'être formaté. Pour devenir avocat, pour devenir chef d'entreprise, vous avez été formaté. Vous avez suivi des études, une école, vous aussi, je ne sais pas quelle école, sans doute de commerce. Donc ce formatage par l'éducation, il est normal parce que les métiers ne s'improvisent pas. Et être un haut fonctionnaire, c'est un métier, c'est un peu une vocation, mais ça ne s'improvise pas. Ce que j'ai dit, c'est que ce dont l'administration a besoin aujourd'hui, c'est des gens qui prennent des risques. C'est des gens qui s'engagent, c'est des gens qui sont simples, c'est des gens qui vont à la rencontre de leurs concitoyens pour comprendre les besoins et adapter les politiques publiques. Et donc, on a fait un peu rapidement, on a dit, la présidente de la jury a décrété qu'ils étaient tous formatés de la même manière. Je dis, il faut passer dans des écoles, il y a une certaine forme de formatage. J'ai appris toute la jurisprudence administrative quand j'ai préparé l'ENA, j'ai appris plein de choses. Et ça fait aussi des bons professionnels. Mais ensuite, il faut s'en dégager et il faut oser prendre des risques, oser être un peu différent. Donc moi, c'est à la mode le dégagisme ambiant. Et on est toujours l'élite de quelqu'un, vous savez bien. C'est les chefs d'entreprise, ça peut être les avocats, c'est les hauts fonctionnaires. Je pense vraiment que les choses changent, je pense que les choses doivent changer. Comme vous savez, un rapport a été demandé à M. Thiriet qui va faire des propositions. Je pense qu'il faut une école de formation des hauts fonctionnaires, mais qu'il faut aussi apprendre le terrain. Et je serai pour ma part très favorable à ce que tous les futurs hauts fonctionnaires qui sortent de cette école fassent aussi un tour sur les territoires, viennent à la rencontre de cette France diverse, variée. Ça serait une très bonne idée. Mais je pense qu'il faut les former quand même. Sébastien Didier, et ce sera la dernière question
de ce débat. L'actualité aujourd'hui, c'était le congrès des maires. Et on sait qu'il y a souvent beaucoup d'attentes, beaucoup de revendications. Et que dans ce congrès, à chaque fois, l'intervention du président de la République est très attendue. Est-ce que vous considérez que le grand débat a apporté une forme de rapprochement entre ces revendications? Et où en est-on aujourd'hui? Et est-ce que vous considérez aussi que par rapport à ces rapports entre les collectivités locales et l'État, il y a une spécificité en Bretagne ou pas? Alors, il y a une chose qui est incontournable, incontestable. Les maires sont les premiers niveaux de la démocratie. Ce que le grand débat national a permis vraiment de conforter, c'est ça. Et je crois que le président de la République, qui a accompli un véritable tour de force, moi j'ai assisté uniquement au grand débat qui a eu lieu à Saint-Brieuc avec les maires de Bretagne, qui était à la Bretonne, voilà. Oui, extrêmement proactif, parce que contrairement à d'autres séquences du grand débat où les maires posaient des questions, là les maires bretons sont arrivés avec un cahier super bien fait, disant voilà, on vous propose des choses, ils avaient énormément travaillé en amont, et donc le grand débat à la mode bretonne était extrêmement professionnel. Le président était très, très surpris. Alors, j'ai pas suivi, j'ai eu une journée très chargée, j'ai pas suivi sinon de très loin l'accueil qui avait été réservé au président, mais j'ai l'impression qu'il a été bon. J'ai l'impression que le grand débat a permis de renouer, de réasseoir, si je puis dire, les maires comme premier échelon, comme échelon indispensable de démocratie locale, qu'il était nécessaire de le leur dire, que l'agenda rural présenté par le Premier ministre et puis la future loi engagement et proximité qui sera portée par le ministre sera vraiment un tournant, y compris avec les questions de statut de l'élu à reformuler, à revoir et à améliorer. Je pense qu'à quelque chose, malheur est toujours bon. Cette crise des Gilets jaunes, elle aura probablement permis de reconforter la position des maires. Et les maires de Bretagne, alors ça, ils sont les maires brétiliens que je connais mieux que les maires du reste de la Bretagne. Ce sont des maires engagés, ce sont des maires courageux, ce sont des maires d'un excellent niveau qui font vraiment beaucoup pour la réduction de la fracture sociale. Merci en tout cas pour les questions des chroniqueurs. Le temps a passé vraiment très très vite avec vous, Madame la Préfète. On va envisager une dernière séquence. Le regard sur 3 manifestations importantes de notre territoire. C'est le Save the Date avec Claire Griot. Voilà votre séquence, Claire, pour tout nous dire. Et la première information vraiment importante à retenir, c'est une date, le 3 décembre prochain, avec le retour du Success Food Day. Se pencher sur l'expérience conso, utilisateur et client comme levier de création de valeur additionnelle dans la chaîne Agri-Agro, c'est un enjeu crucial pour les exploitations agricoles et les entreprises agroalimentaires. L'an passé, Stéphane, 300 professionnels et acteurs de la chaîne agricole et agroalimentaire étaient présents. Rendez-vous le mercredi 3 décembre à la salle Ponant à passer pour ce nouveau Success Food Day co-organisé par Valorial et le mensuel Process Alimentaire. Alors, on innove, la Bretagne adore innover. Vous allez nous en parler avec le spatial. Et c'est grâce à Up and Space, vous découvrirez comment les technologies spatiales peuvent améliorer vos produits et services. C'est un événement organisé par les 7 technopoles de Bretagne pour connaître les opportunités d'innovation que le spatial peut offrir et échanger aussi avec ses acteurs comme le CNES, le Centre national d'études spatiales, Ariane Group, Météo France ou Ifremer notamment. Rendez-vous le mercredi 11 décembre dès 9h à la pépinière Digital Square de Rennes, événement gratuit sur inscription. Et une autre information qui va intéresser le président du pool, c'est-à-dire Jérôme Tréhardy, vous allez nous parler d'une information avec du digital en filigrane. Et c'est par le biais de la Digital Tech Conférence, bien sûr, pour sa 5e édition. Cette journée se déroulera le vendredi 6 décembre au couvent des Jacobins à Rennes. Vous pourrez explorer les nouvelles tendances du numérique dans 3 domaines, la santé et le bien-être, la créativité et le numérique, et enfin l'intelligence artificielle est-elle omniprésente ? Merci beaucoup Claire pour ces informations. Madame la Préfète, on a senti que vous avez vraiment complètement bien perçu cette Bretagne où on savait se lever peut-être toute tendance, y compris des fois politique, pour le bien de cette région. C'est vraiment ce que vous sentez depuis un an, une volonté de tirer les wagons dans le même sens, vraiment de chasser en meute ? Oui, c'est très
très très perceptible. Chasser en meute et faire ensemble, jouer collectif, mettre de côté ces étiquettes pour, y compris politiques, ces postures pour faire réussir la Bretagne. On le sent vraiment. Et c'est un très puissant stimulant parce que ça met la barre haut pour les services de l'État, mais du coup, on a envie d'en être. On a envie d'y contribuer. Donc, je le dis souvent au risque de me répéter, mais je vous assure, peut-être les Bretons s'en rendent moins compte, mais quand vous arrivez avec un œil neuf de l'extérieur, c'est très perceptible. Cette appétence pour l'intelligence collective, faire réussir la Bretagne. Et franchement, c'est très stimulant, très enthousiasmant pour les fonctionnaires de l'État. Avec un très fort goût pour l'entrepreneuriat, vous l'avez ressenti aussi. Le travail, hein, le goût de l'effort, une chose que j'ai beaucoup répétée à mes 3 enfants qui m'en font encore reproche, mais ça se sent en Bretagne aussi. Le goût de l'effort, réussir. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiète sur les transitions à engager, notamment dans le domaine de l'agro-agriculture. Je ne suis pas très inquiète. La Bretagne en a vu d'autres. Il faut juste y aller. Et la Bretagne a les moyens. Eh bien, ce seront les mots de conclusion de cette émission. On peut vraiment vous remercier, vous applaudir, Madame la Préfète. Merci à vous. Merci Michel Quiri. Merci d'être avec nous pour cette émission. On aura grand plaisir à vous retrouver le mois prochain. L'économie, la politique au carrefour de notre territoire, c'est le TVR BPGO Business Club, l'économie décryptée par ceux qui la font. Encore merci à vous, Madame la Préfète. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.